Bonjour à tous. Donc, bienvenue pour cette nouvelle petite capsule du cours de stats. Donc, on avait parlé un petit peu de. Je vous ai fait une introduction aux données. Ensuite, on avait parlé de probabilité en revenant sur les approches classiques, j'ai envie de dire, des probabilités quand on est petit, c'est-à-dire essentiellement du dénombrement et des calculs sur des ensembles. Là, on va attaquer une partie un petit peu plus technique qui est essentiellement, j'ai appelé ça espérance et variance, où on essaye de formaliser un petit peu cette idée de moyenne sur des objets qui vont être les variables aléatoires. Donc, on avait parlé de probabilité. Là, on va parler de variables aléatoires. Donc, l'idée des variables aléatoires, ça va être par exemple de regarder la valeur faciale d'un dé et donc de lui attribuer une valeur. Et donc, là-dessus, on pourra faire des calculs de valeur moyenne, de dispersion et ce genre d'outils. Donc, pour pouvoir définir proprement tous ces concepts, je vais avoir besoin de faire un tout petit peu de maths avant. Donc, je vais commencer par partager mon écran. Donc, je vais avoir une longue série de slides qui va venir. J'arrête de parler et je partage. Donc, la première capsule est essentiellement, donc c'est ce que j'ai effectivement intitulé moyenne et variance. Okay, et cette première série de capsules sont essentiellement des rappels de maths. J'espère que ce sont uniquement des rappels, mais de mémoire, ça correspond effectivement à ce qui est vu essentiellement au collégial. Après, quasiment tout le cours de stats est en fait un cours peut-être un peu plus formalisé de ce qui est au programme du collégial. Mais voilà, je vais passer un petit peu plus de temps sur ces objets, en particulier peut-être aller voir un petit peu aux limites de ce que vous pouvez savoir, par exemple, sur des calculs de moyenne et de variance. Donc le premier point sur lequel je suis un peu obligé de passer du temps, c'est l'histoire du logarithme. Donc le logarithme sera très important parce que l'idée, pour faire un petit peu rapide, du logarithme, c'est que quand on a des choses qui sont en puissance, donc si jamais j'essaye de trouver un certain y tel que b puissance y soit égal à x, je ne reviens pas pour l'instant en tout cas, sur cette définition de ce qu'est la puissance. La puissance, on sait la définir de manière assez naturelle quand on a des entiers. Okay, si jamais je vous dis, vous prenez 3 exposant 2, vous savez qu'on fait 3 fois 3. Et si jamais je vous disais qu'on faisait 3 exposant 3, on ferait 3 fois 3 fois 3. Okay. L'idée, c'est qu'on va pouvoir mettre des exposants à une valeur qui serait non entière, donc ça va être l'idée de l'exponentielle. Là, je vous le fais un petit peu à l'envers en essayant de vous dire qu'on va essayer d'inverser ce problème et de se dire, OK, combien de fois est-ce qu'il faut que je multiplie B pour récupérer une certaine valeur? Un exemple très classique serait l'actualisation des taux d'intérêt en finance, où on gagne 5% tous les ans. Au bout de combien de temps est-ce qu'on a doublé son capital? Ce genre de choses. Okay. On va retrouver, en fait, les logarithmes sont importants parce qu'on va les retrouver un petit peu partout. Alors, je mets un exemple un petit peu stupide, mais c'est l'histoire du Nutella, le fait que au fur et à mesure, vous allez étaler de plus en plus votre Nutella sur votre tartine. Moins il y en a, plus vous l'étalez. Et l'idée, c'est quoi? C'est que le pot de Nutella ne décroît pas de manière linéaire. Donc, il y a une différence très profonde entre la linéarité et l'exponentielle. Sur le GitHub, j'essaierai de vous mettre un petit article que j'avais fait sur l'histoire de l'exponentielle. L'histoire de l'exponentielle, c'est des croissances à un rythme régulier. Par exemple, on va manger tous les jours 20% de ce qui reste de Nutella. Voilà. Et donc, on va avoir une diminution au fur et à mesure. Donc, c'est pas je mange une certaine quantité, donc je mange 15 grammes tous les jours. C'est tous les jours, je mange 20% de ce qui reste. Et dans ces cas-là, on va voir apparaître des exponentielles et des logarithmes. Alors, petit point important, donc je vous définis le logarithme en base B. On verra que ce n'est pas la notation la plus usuelle. Il y a deux bases pour les logarithmes classiques. La base népérienne, qui avait été introduite par Népère, et cette exponentielle avec ce E. Voilà, c'est un petit peu déroutant, mais il s'avère qu'en mathématiques, c'est beaucoup plus simple. Et le logarithme en base 10. Le base 10 veut dire essentiellement qu'on va se demander si jamais j'ai 10 puissance quelque chose, comment est-ce que 10 puissance quoi est égal à 500? Voilà, une question assez simple. Ce 10 puissance est important parce que c'est essentiellement lié au fait que quand vous faites des nombres, depuis plusieurs siècles, l'écriture des nombres se fait en base 10. Donc c'est assez logique de travailler en base 10. Okay. Donc on reviendra un petit peu là-dessus. Alors juste le point important, c'est que les logarithmes n'ont de sens que si je suis sur des valeurs positives. Okay. Je ne parlerai pas des valeurs négatives, je ne ferai pas des nombres complexes. Je me contente de faire des choses qui peuvent être utiles pour les stats par la suite, mais toute cette théorie peut se faire dans un contexte beaucoup plus général. Okay. Le logarithme est intéressant. Essentiellement, je vais surligner cette propriété à cause de cette propriété-là. C'est que c'est la seule fonction croissante telle que
la fonction du produit soit égale à la somme des fonctions. Okay, c'est essentiellement ça l'intérêt du logarithme. C'est lorsque vous avez des produits, en prenant le logarithme de ces produits, vous récupérez des sommes. Il s'avère que dans beaucoup d'exemples, travailler sur des sommes, c'est 1000 fois plus simple que de travailler sur des produits. Okay, pensez juste à des calculs de dérivés. Dériver un produit, c'est toujours beaucoup plus compliqué que de dériver des sommes. Okay, donc on parlera un petit peu de ça, puis peut-être si on a le temps à la fin de parler des modèles de régression, on verra effectivement que les modèles de régression, on verra, ça va être essayer d'expliquer une variable d'intérêt Y par des variables explicatives X, par exemple, essayer de prédire la taille de quelqu'un en fonction de son poids. Okay. Classiquement, on mettra des modèles linéaires dans le sens où je vais avoir une croissance linéaire du poids en fonction de la taille. Mais dans pas mal de cas, en fait, les grandeurs ne croissent pas de manière linéaire. Je parlerai un tout petit peu des polynômes parce que c'est assez classique, mais on verra que des modèles exponentiels et des modèles logarithmiques sont des modèles relativement intéressants. Okay, donc le point essentiel, c'est essentiellement cette propriété qui est que le log de x fois y est égal au log de x plus le log de y. Okay, alors, il s'avère que le log vérifie une propriété importante, c'est que c'est en fait l'intégrale de la fonction inverse. Okay, donc, je reviendrai un tout petit peu sur ce que c'est que les intégrales et comment est-ce que ça se manipule, mais il faut se souvenir que c'est une propriété importante. Okay, le log est l'intégrale d'une inverse, dit de manière duale. Si jamais vous avez une fonction inverse et que vous essayez de la dériver, assez naturellement, vous allez voir arriver des logarithmes. Okay, je n'entrerai peut-être pas trop dans les calculs par la suite, en particulier sur les calculs de dérivés, mais il faut les avoir en tête parce qu'il y a pas mal de petits résultats qui apparaîtront qui seront en fait assez liés à cette propriété-là. Okay, petit point important, donc encore une fois, ça n'a de sens que si on est sur des grandeurs qui sont strictement positives. Le log de 0 n'existe pas. Alors ça, j'en parle un tout petit peu rapidement ici, mais par exemple, quand on travaillera sur des données, on pourrait par exemple avoir le revenu des gens. Il s'avère que le revenu, je n'ai pas encore défini le terme de distribution asymétrique, mais si jamais vous imaginez un histogramme avec des revenus des gens, on va voir que c'est effectivement assez concentré sur la gauche, et plus vous allez aller sur les hauts revenus, moins vous aurez de monde. Il y aura toujours des gens. Il y a des gens incroyablement riches qui sont très loin à droite si jamais vous représentez le revenu sur l'axe des X, donc qui sont sur des valeurs très grandes, mais elles sont relativement rares. Et en fait, si jamais on veut transformer cet axe, une manière assez simple de mieux visualiser les revenus, par exemple, c'est de passer par le logarithme. Il y a beaucoup de cas pour lesquels passer par le logarithme sera intéressant quand on manipule des données. Okay, je m'arrête là pour ma petite phrase introductive. Encore une fois, on est juste sur le slide 2, donc autant avancer un peu. Mais voilà, le logarithme sera très important par la suite. Donc, la fonction logarithmique, je voulais tracer ici à droite. Okay, donc, la fonction logarithmique, c'est cette fonction. Alors, encore une fois, je vous avais dit, elle n'est pas définie sur les valeurs négatives. Donc, elle commence effectivement. Alors, j'allais dire à partir de 0, en fait, elle n'est pas définie en 0. En 0, le logarithme vaut au moins l'infini. Donc, si jamais j'essaie de le poursuivre, je partirai comme ça à moins l'infini. Et on a cette croissance. Donc, jusqu'à arriver à 1, donc 1, c'est la valeur pour laquelle le logarithme est égal à 0. On va avoir cette croissance incroyablement rapide. Et ensuite, ça va croître, mais très lentement. Incroyablement lentement, en fait. Si jamais vous pensez à des fonctions, si jamais je vous demandais de penser à des fonctions qui vérifieraient ce genre de croissance, vous allez penser par exemple à la racine carrée. J'en reparlerai dans un instant. Mais la racine carrée, par rapport au logarithme, elle croît très vite. Okay, pourtant, ça croît lentement. Mais le logarithme croît incroyablement lentement. Ce qui est juste l'inverse, en fait, je reviendrai sur cette histoire d'inverse, mais c'est juste l'inverse de dire l'exponentielle croît incroyablement vite. Okay, donc, on a cette dualité entre les inverses. C'est un peu le point que j'explique ici. Les inverses, donc ce que je note f-1, c'est la fonction telle que si jamais vous avez votre fonction f et vous composez avec f-1, dans ces cas-là, vous retombez sur la valeur initiale. Okay. De manière duale, si jamais vous avez f-1, vous composez avec f, vous retombez aussi sur la valeur initiale. Okay. L'inverse du log, c'est l'exponentielle. Okay. C'est exactement ce qu'il avait évoqué tantôt. Donc, si jamais ici j'ai du log, donc je dis que x, le logarithme de x est égal à y, c'est que l'exponentielle de y avec une certaine base est égal à x. Donc on a vraiment ce principe de dualité entre d'un côté les logarithmes et de l'autre côté des fonctions en exposants. Okay, les exposants, ça va être exactement l'inverse. Si jamais vous avez une croissance, par exemple les taux d'intérêt, une croissance en taux d'intérêt à 1,05%, donc à 5% par an, donc on multiplie tous les ans par 1,05,
Dans ces cas-là, au début, on a l'impression que ça croît très, très, très lentement. De la même manière qu'au début, mon logarithme, on a l'impression qu'il croît très, 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 très vite. Mais assez rapidement, le logarithme va se stabiliser. De manière duale, l'exponentielle va exploser très rapidement. Okay, pour tous ceux qui n'ont pas été convaincus, relisez la presse récente sur les histoires de vagues pendant la Covid, où dès que ça commençait à partir, ça partait à toute vitesse. Et c'est effectivement cette croissance exponentielle. Alors, je ne ferai pas un cours autour des modèles de contagion et ce genre de choses, mais c'est exactement ce qui se cache derrière. D'accord. Donc, le logarithme, c'est vraiment l'inverse. Et en mathématiques, il s'avère que les inverses, quand vous les représentez graphiquement, on a une propriété de symétrie par rapport à ce que j'appelle la première diagonale. Donc, la première diagonale, c'est la courbe jaune qui se trouve ici. C'est la courbe y égale x. Voilà, je vais juste regarder quelque chose. Non, désolé. Hop. Alors, j'arrive plus à arrêter mon partage. Je ne sais pas ce qui se passe sur mon ordi. Désolé. Hop, désolé. J'ai oublié qu'il y avait deux règles de base quand on fait une capsule vidéo. C'est un, savoir où est le bouton pause, et deux, avoir une bouteille d'eau à portée de main. Donc, on continue. Donc, effectivement, on a cette exponentielle. Donc, l'exponentielle, on la voit, c'est la courbe bleue. Hein, c'est cette courbe qui augmente incroyablement vite, de manière complètement opposée au fait que le logarithme va augmenter incroyablement lentement. Et on a cette dualité sur les sommes et les produits. Tout simplement, comme je vous le disais, le logarithme d'un produit sera la somme des logarithmes. Et de manière complètement inverse, quand vous avez des exposants, dans ces cas-là, le produit de deux fonctions avec le même paramètre b va donner le b avec une puissance qui sera la somme des différentes composantes. Et deux puissances x multiplié par 2 puissance y, c'est 2 puissance x plus y. Okay. Donc le produit que j'ai sur les exposants qui va se retrouver dans une somme en termes d'exposants va se retrouver sur le fait que le logarithme d'un produit s'écrit comme la somme des logarithmes. Okay. Donc c'est les premiers types de fonctions qui vont être particulièrement utiles par la suite, ces exponentielles et ces logarithmes. Alors si je reviens juste un instant, 2 minutes là-dessus, je ne l'ai pas défini, mais le logarithme peut avoir du sens sur des valeurs négatives, donc celui-là va se prolonger. Oups, désolé, j'aurais dû le faire avec de la couleur. Donc le logarithme ici va se prolonger et sera toujours positif. Voilà, okay, donc si jamais vous prenez 2 puissance x, je peux prendre une puissance négative, si on aura le temps de discuter ce que c'est que cette puissance négative plus tard. Mais en tout cas, le 2 puissance quelque chose sera toujours positif. OK. Donc voilà un petit peu les points sur lesquels je devais insister. Mais encore une fois, on les reverra à 2 ou 3 endroits. L'autre chose, ce sont les polynômes. Donc les polynômes, on en verra quand même un certain nombre. Donc les polynômes sont généralement caractérisés par une information qui est leur degré. Donc le degré d'un polynôme, c'est la plus grande puissance qui apparaît ici. On fera des polynômes avec des degrés qui sont entiers. Donc par exemple ici, j'ai un polynôme de degré 4. Tout simplement parce que j'ai un 5x puissance 4. J'ai aussi un x puissance 2, un x puissance 1. Okay. Ici, j'ai rien. Alors, c'est une convention dont je n'avais pas encore parlé, mais le fait que x puissance 0 sera toujours égal à 1. Okay. Donc, ça permet d'avoir une espèce de notation un peu synthétique et générique sur les fonctions polynomiales. Donc, on aura du x puissance quelque chose qui sera un entier. Donc, un polynôme, ce sera des sommes de fonctions en x puissance k. Et ce qui m'intéresse, c'est le plus grand k. Et j'appellerai ça le degré du polynôme. Donc, un polynôme de degré 4, ça sera du x puissance 4. Encore une fois, ce n'est pas essentiel pour tout le cours, mais c'est juste, il y a essentiellement un polynôme qui sera important, c'est le polynôme de degré 2, les paraboles. Donc, les paraboles, on en verra un petit peu partout dans le cours à plusieurs endroits. Et peut-être, si on a le temps à la fin, on verra peut-être les régressions polynomiales, où on essaye de faire passer un polynôme par un ensemble de points. Donc, au lieu de dire qu'on a un modèle linéaire, on veut faire passer une droite de régression. Peut-être qu'un polynôme pourrait être intéressant. Et en particulier, on verra les paraboles peuvent être intéressantes parce que ça permet de visualiser des effets de croissance peut-être un peu plus rapides que ce qu'on aurait avec des fonctions linéaires. Okay. Donc, encore une fois, les paraboles sont des objets très utiles qui sont associés à un terme, c'est ce qu'on appelle quadratique. Donc
polynômes de degré 1, ce sera des fonctions linéaires, et je parlerai assez régulièrement en fait, de modèles linéaires par la suite. Le terme associé au polynôme de degré 2, c'est parabole, et on parlera de modèle quadratique, pour dire qu'il y a de la puissance 2 qui apparaît. Okay. Donc voilà un polynôme assez classique en haut à droite. C'est celui qui est de la forme x, 1 moins x. Okay, donc ce polynôme, on le verra apparaître beaucoup par la suite, en particulier sur cette petite partie. Quand on est compris entre 0 et 1, qui est la partie sur laquelle ce polynôme est positif, c'est qu'en fait, ce x1 moins x, si jamais vous interprétez x comme étant une probabilité, on a le produit de la probabilité qu'un événement survient par la probabilité que l'événement ne survienne pas. Okay, donc ce P1 moins P, on le verra apparaître régulièrement, en particulier quand on fera des intervalles de confiance, quand on fera des sondages. Okay, P1 moins P, on verra, ça correspond à un terme de variance. Et ce polynôme, donc il faut bien retenir qu'il est... il vérifie une propriété de symétrie. Okay, donc c'est cette courbe-là. Et on est symétrique par rapport à un demi, par rapport à la valeur centrale. Et c'est l'endroit où se trouve le maximum de mon polynôme. Okay, donc c'est ce que je raconte avec cette petite phrase. Je reviendrai sur ces notions d'optimisation peut-être un peu par la suite. L'argument du maximum du polynôme, c'est-à-dire l'endroit où se trouve le maximum de mon polynôme, c'est précisément ici en un demi. Okay, donc ça, c'est des choses qui vont être importantes par la suite. Les paraboles, on les connaît très très bien de par cette propriété de symétrie. Donc c'est cette fonction en x à la 2, donc c'est cette courbe bleue qui apparaît ici. Donc ça, c'est la parabole classique x à la 2. L'inverse, au sens où l'inverse de fonction, c'est-à-dire que quand vous avez une fonction f, que vous la composez avec f-1, vous retombez sur la valeur initiale, c'est la racine carrée. Okay, donc la racine carrée sera aussi une grandeur qui est importante, et on la voit, la racine carrée, c'est cette fonction. Donc que vous connaissez, qui est définie là encore sur des valeurs positives réelles. Okay. En 0, ça vaut 0, la racine carrée de 0 vaut 0, de la même manière que 0 élevé à la 2 vaut 0. Okay. La grande différence, effectivement, c'est donc sur ce qu'on appelle la pente, la dérivée, c'est que la racine carrée, au début, croît très 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 rapidement avant de se stabiliser par la suite. D'accord. Donc il y a des propriétés dont il faut se souvenir sur les puissances. Je vous les ai mis parce que là aussi, peut-être que j'irai un peu vite par la suite. En particulier quand on s'amusera à comparer des probabilités. Donc, par exemple, si je vous demande est-ce que P est plus petit que P à la 2, voilà, faut savoir assez rapidement pour y répondre. Et en particulier, donc, quand on est sur des valeurs entre 0 et 1, on a cette propriété que x à la 2 est plus petit que x, qui est plus petit que racine carrée. C'est ce qu'on observe ici. Okay, si jamais je pars de 1,5, par exemple, qui est à peu près n'importe quelle valeur entre 0, 1 et 1, d'abord, je commence par rencontrer la fonction, la parabole, la fonction quadratique. Ensuite, je rencontre l'identité, c'est-à-dire la première diagonale. Et ensuite, enfin, je rencontre ma racine carrée. Okay, donc, la racine carrée est la valeur la plus grande. Ensuite, j'ai x. Et quand je descends, je retombe sur mes fonctions polynomiales. Le point important, c'est bien sûr que ça change à partir de 1. Donc, 1 est un point particulier puisque 1 puissance n'importe quoi sera égal à 1. Okay, donc, toutes ces courbes, toutes ces fonctions de x puissance k, quel que soit k, vont se croiser précisément en ce point en 1. Okay, et à partir de là, les signes vont s'inverser. Donc, au-delà de 1, cette fois-ci, on retrouve la notation standard qui est que x puissance k sera forcément plus petit que x puissance k moins 1 ou n'importe quelle valeur plus petite que k. En fait. Okay, donc, il faut juste se souvenir que, et c'est à mon avis le point le plus important de revenir dans ce slide, c'est que toutes les choses un peu intuitives qu'on aurait envie de dire, qui sont vraies quand on est sur des valeurs plus grandes que 1, ne sont pas vraies entre 0 et 1. C'est généralement l'inverse. Et le problème, c'est que quand on manipule des probabilités, on est précisément sur cette partie 0,1. D'accord. Donc faites juste un peu attention sur le fait que ce qui pourrait sembler naturel ne l'est peut-être pas autant qu'on pourrait penser. Donc tout à l'heure, je parlais de croissance et de pente à l'origine. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la dérivée. Donc la dérivée, c'est la pente. Okay, le plus précisément, c'est la valeur limite de la pente. Donc ici, je prends un arc, par exemple. Donc j'ai une fonction. Alors j'ai l'impression que j'ai pris une fonction exponentielle ici. Donc j'ai ma fonction f qui se trouve ici. Okay, et je me demande quelle est la pente en un certain point petit x. Okay, donc la valeur de la pente, c'est la valeur de la tangente. D'accord. Et la tangente, il s'avère qu'elle est définie par la dérivée. Donc c'est cette fonction, ce que j'appelle f'. Donc f' sera la pente précisément en cette valeur. Donc une pente de 0 veut dire qu'on est horizontal. C'est ce qui se passerait sur la parabole x à la 2 quand je me place en 0. La dérivée vaut 0 en 0. Okay, donc quand je suis plat, et on le verra, c'est une valeur, le 0 pour la dérivée est une valeur importante parce que repensez à une parabole. Si vous pensez à votre parabole en x à la 2, de mémoire, elle est juste avant.
Voilà. XLA2 qui se trouvait, je vais peut-être effacer un tout petit peu, mais le XLA2, c'est ma courbe bleue. Okay. Si jamais vous vous demandez où se trouve le minimum de cette fonction, le minimum de la fonction est précisément obtenu ici, c'est-à-dire l'endroit où la dérivée va être nulle. Donc ça va être un principe de base quand on fait de l'optimisation. Encore une fois, je ne fais pas un cours d'optimisation ici, je fais un cours de mathématiques et de statistiques. Mais il s'avère que dans beaucoup de cas, on essaie de trouver des meilleurs quelque chose. On va chercher le meilleur modèle, le meilleur paramètre ou des choses comme ça. À partir du moment où vous utilisez le mot meilleur dans un contexte quantifié, meilleur veut dire qu'on résout un problème d'optimisation. On essaie de trouver l'endroit où un critère va être soit maximisé, soit minimisé. Okay. Donc, chercher des minimums de fonctions, ça va être un peu l'outil de base dès qu'on commencera à faire des mathématiques par la suite, des statistiques un peu formalisées par la suite. D'accord. Donc, chercher des valeurs où la pente s'annule, c'est important. Okay. Une pente de 1 veut dire que vous avez une tangente qui est du même ordre que la première bisectrice, et quand votre voilà. Une pente qui est positive veut dire que vous êtes sur une fonction croissante. Il y a toutes sortes de choses que là encore, que vous devez savoir, mais les dérivées sont des grandeurs importantes quand vous voulez étudier les variations d'une fonction. Okay. Alors, la définition formelle, elle est indiquée ici. Alors, ce qu'elle vous dit juste, c'est ce qui est marqué ici, c'est que vous prenez la pente, donc vous prenez une corde de votre fonction, donc vous vous placez en x et un tout petit peu plus loin. On va se placer ici en x plus h. Vous regardez la valeur de la pente, donc c'est-à-dire la courbe qui va relier ces deux points-là. Okay. Donc ça, je peux le calculer assez facilement. La pente, c'est quoi? Repensez juste à un petit triangle. C'est le petit triangle qui est là, où j'étais en x et que je vais en x plus h. Donc là, j'ai deux points qui sont écartés d'une longueur de h, et je vais regarder la différence des deux hauteurs. Donc je regarde la différence entre f de x plus h. Alors, en l'occurrence, je suis sur une valeur. Ici, on voit bien qu'on est croissant. Ma fonction est croissante, donc effectivement, f de x plus h est au-dessus, et la valeur qui est en dessous, qui est f de x. Okay, ce serait décroissant. On aurait f de x plus h qui serait ici, f de x qui serait là, et donc cette fois-ci, on aurait une valeur qui serait négative. La différence serait négative. Donc la pente est effectivement négative. Okay, donc je me place en x plus h. Je regarde la pente, c'est-à-dire fondamentalement le ratio entre la variation en y et la variation en x. Donc je m'intéresse à ce ratio-là. Et voilà, ici je suis en train d'inventer le calcul différentiel quelque part. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que je vais m'intéresser à cette variation dy sur dx, et ça me donne cette dérivée. D'accord. Donc la dérivée, c'est la limite de cette. Pardon, c'est là. Oui, c'est la limite de cette pente quand h va devenir incroyablement petit, donc quand on tend vers 0. Okay. Si la fonction, enfin, si jamais il y a suffisamment de régularité, je peux arriver par 0 sur des valeurs positives ou négatives, peu importe. On va retenir cette définition avec les h positifs. On la verra réapparaître très 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 bientôt, en fait, quand on essaiera de calculer des densités, puisqu'on verra quand on parle de densité d'une variable aléatoire, ça fait intervenir une notion de dérivée. Okay. Donc on gardera ça en tête. Il y a une petite définition qui sera en particulier plus utile quand je travaillerai sur des estimations de densité, qui consiste à dire qu'au lieu de prendre la dérivée à droite comme je le faisais ici, c'est-à-dire je me place en un point x et je regarde en x plus h, en fait je peux regarder non pas cette petite pente qui partait de x et qui montait en x plus h, c'est de me placer en x plus h et en x moins h. Et en fait, on voit l'approximation est bien meilleure. Okay. Il y a plein de propriétés d'approximation numérique en termes d'erreur d'approximation par cette pente de la valeur de la dérivée. Okay. Je me place un petit peu avant, je me place un petit peu après, et je prends la pente. Okay. Donc cette fois-ci, comme j'allais en x moins h, en x plus h, la longueur de la base vaut 2h, et non plus h, et la différence en dy, c'est f de x plus h moins f de x moins h. Okay. Donc il s'avère qu'il y a plein de propriétés sur cette écriture-là. Ce n'est pas celle qui est admise pour la définition de la dérivée, mais d'un point de vue numérique, elle est 1000 fois plus intéressante que l'autre. Et en particulier, on la verra réapparaître quand on travaille sur la densité, sans vouloir trop anticiper. L'idée sera de dire que f va être interprété comme étant une fonction cumulative, une fonction de probabilité. Donc ce sera la probabilité de plus petit que x plus h, par exemple, pour le premier. Donc la différence entre les deux, c'est la probabilité d'être entre x moins h et x plus h. Et là, on est sur quelque chose de réellement intéressant, dans le sens où je vais me placer en petit x et je vais regarder la probabilité d'être autour de petit x. Et ça sera intéressant quand on travaille sur ce qu'on va appeler des distributions continues, disons à valeur réelle. Okay. C'est que tomber précisément sur une valeur, c'est impossible. Okay. Quand vous avez, pour ceux qui connaissent les lois normales, encore une fois, je les redéfinirai, tomber sur 0, c'est rigoureusement impossible. Impossible. La probabilité de tomber sur 0 est nulle.
Okay, mais tomber autour de 0, c'est possible. Et c'est vraiment ça qu'on va capturer avec ce x plus h, x moins h. Ça va être des notions de voisinage. Je me place autour de petit x et je regarde ce qui se passe. Donc, c'est exactement ce qu'on fait ici. Donc, les dérivés, il y a plein de propriétés d'un point de vue formel. Donc, tout à l'heure, si vous repensez à des cours que vous aviez eu au collégial, il y a la différence entre la valeur de la dérivée, qui est la pente, et la fonction dérivée. Donc, la fonction dérivée, c'est juste en fait l'ensemble de toutes les dérivées que vous avez obtenues sur l'ensemble de définitions de votre fonction. Okay. Et c'est un peu ce que je vous disais tantôt. Quand je parlais un petit peu de logarithme, il s'avère que la dérivée d'une somme est un peu plus simple que la dérivée d'un produit. Okay, la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées, alors que la dérivée d'un produit fait intervenir des choses un peu plus compliquées. Il s'avère que quand on a des exponentiels et des logs, on sait aussi calculer des dérivées. Donc, la dérivée de l'exponentielle d'une fonction, c'est jamais très compliqué, c'est l'exponentielle de notre fonction. Donc, on a toujours l'exponentielle de g qui reste. La seule chose, c'est qu'il y a la dérivée de la fonction qui apparaît en produit. Okay. La dérivée du log d'une fonction, ça va être le ratio entre la dérivée et la fonction elle-même. Okay. Donc, ce genre de grandeur va nous intéresser beaucoup par la suite. Il faut juste se souvenir qu'il y aura des logs qui traînent derrière. Et autre petite chose, alors je l'ai défini très rapidement ici, c'est les histoires de chain rule qui consistent à dire que quand vous faites du calcul différentiel, si jamais vous avez z qui est une fonction de y, que y est une fonction de x, je peux dériver z par rapport à x. Okay. De mémoire, ces aspects-là, je les planquerai essentiellement pour insister sur les notions importantes de stats. Mais si jamais vous voulez vraiment comprendre d'où sortent certaines formules que je vais évoquer, voilà, c'est ça qui se cache derrière. La dualité de la dérivation, c'est l'intégration. J'en ai parlé tout à l'heure quand j'ai parlé du fait que le logarithme était défini comme une intégrale d'une fonction inverse. Okay. Donc, on va s'intéresser à ces calculs d'intégrale. Alors, les intégrales sont très importantes, essentiellement parce que l'intégrale correspond à une espèce de vision continue d'une somme. Okay. Les sommes, ce sera très important. Pensez juste à la moyenne. La moyenne, c'est la somme de toutes les valeurs prises. Okay. Donc, ça va être très, très, très important de calculer des sommes par la suite. Il s'avère que les sommes discrètes sont très limitantes. Donc, on va être obligé de passer sur des choses un peu plus complexes et ça s'appelle techniquement des intégrales. Alors, les intégrales, j'insisterai pas sur les calculs d'intégrales parce que c'est pénible, ça ne m'amuse pas. C'est juste qu'en fait, les intégrales, on sait les calculer numériquement. Voilà, c'est essentiellement ça qu'il faut retenir. C'est quand vous avez une intégrale, nous on verra des cas pour lesquels on sait faire des calculs explicites mathématiques, mais en fait, dans la plupart des cas, ça se calcule numériquement. Okay, vous avez pas mal de petites fonctions qui permettent de faire ça. Alors, je vous ai mis ici la fonction R, essentiellement parce que le cours va être articulé autour de R. En Python, ça existe. En Python, on a des fonctions integrate. Okay. Donc, par exemple, j'ai cette petite fonction. Je veux intégrer 1 sur x entre 1 et 2. Okay. Alors, je n'ai pas fait le dessin, c'est malheureusement un petit peu dommage. Et voilà, j'ai ma fonction. Pardon, alors elle n'est pas du tout dans le bon sens. Je vais quand même essayer d'avoir un exemple qui correspond à l'exemple que je suis en train d'évoquer. On a cette fonction en 1 sur x. Et on nous demande l'intégrale de 1 sur x. L'intégrale, je vous rappelle que c'est défini comme étant l'aire sous la courbe. Donc, ça va être l'aire qui va se trouver très exactement ici. Et l'aire sous la courbe jusqu'à la valeur de 0. Okay, donc ici, j'ai mon 0 sur l'axe des y. J'ai tracé la fonction f égale 1 sur x. F de x égale 1 sur x. Donc, c'est cette courbe rouge. Et l'intégrale va être la valeur, la valeur de l'aire comprise sous cette fonction f jusqu'au moment où on atteint 0. Et je calcule l'aire entre 1 et 2. Okay, donc, je vous montrerai dans un exemple l'approche par sommation. Okay. C'est en gros ce que va faire l'ordinateur. D'accord. Et on voit qu'il y a une certaine cohérence, en tout cas que vous utilisez Python ou R. Les fonctions integrate permettent de calculer ces intégrales. Donc, souvenez-vous juste que les calculs d'intégrales, on sait les calculer numériquement. D'accord. Donc, encore une fois, on est là pour faire des stats. Okay. Il s'avère que dans pas mal de problèmes de stats, on est obligé de calculer des moyennes qui vont, on va le voir, s'interpréter comme étant des intégrales. Okay. Là, on va reposer sur des outils de maths qui sont en fait des calculs d'analyse numérique qui nous permettent de calculer ces intégrales très facilement. Okay. Donc, à partir du moment où vous avez une fonction, on sait calculer son intégrale. Ça va être le point de départ. Soit j'ai une formule explicite. En fait, c'est le cas pour cette fonction-là. Si jamais vous faites un tout petit peu de maths, vous savez que, et en particulier, c'était écrit dans le deuxième slide, l'intégrale de 1 sur x, c'est une fonction logarithmique. Donc, en l'occurrence, ici, c'est log de 2 moins log de 1, puisque le logarithme est la primitive, comme on dit, de la fonction 1 sur x. Donc, les primitives, c'est la version en tant que fonction d'une intégrale. Okay. Et donc, on a cette chose-là qui apparaît. Okay. Donc,
Je vais peut-être aller un petit peu plus rapidement ici. Donc, on a vu, je reviens là encore sur mes intégrales et sur mes exponentielles et mes logarithmes. Donc, effectivement, les exponentielles et les logarithmes, c'est combien de fois est-ce que j'ai dû multiplier pour avoir quelque chose. Et ce que je vous disais, c'est que ça croît très, 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 très vite. Donc, on avait vu tout à l'heure en cours, dans les rappels de proba, le fait qu'effectivement, quand on faisait un peu de combinatoire, les nombres explosaient. C'est en partie lié à ça. Même si c'est un tout petit peu différent, c'est que quand vous faites des calculs de combinatoire, on a plus souvent des factoriels qui apparaissent, mais dès lors que vous voulez juste dénombrer le nombre de parties que vous pouvez créer avec des éléments, okay, si jamais vous avez 40 éléments dans un ensemble, le nombre de sous-parties d'éléments peut exploser. Okay, c'est ce que je vous dis ici. Avec 40 éléments, on est en, je ne sais même pas comment on se prononce ce chiffre, mais c'est très très gros. Okay, j'ai l'impression que c'est quelque chose de l'ordre de 1000 milliards. Okay, donc c'est relativement grand. C'est des nombres qui explosent. C'est vraiment cette croissance exponentielle. La croissance exponentielle, dans le langage courant, veut dire que ça explose. Okay, on a encore cette dualité, là, ce que je vous disais tout à l'heure sur l'échelle logarithmique. Donc, l'intégrale peut s'interpréter dans l'autre sens. C'était ce que je voulais raconter avec cette petite aire. Okay, l'aire qui se trouve en dessous de mon exponentielle peut s'interpréter comme l'aire qui se trouve quelque part un petit peu au-dessus quand on travaille sur le log. Donc, on a vraiment cette dualité due au fait que quand on a des fonctions inverses, elles sont symétriques par rapport à la première bisectrice. Le logarithme, moi j'en parlerai essentiellement, en tout cas dans les prochaines capsules, sur les histoires d'échelle logarithmique. C'est que quand on va représenter des données, ça peut être pertinent, non pas de les représenter en échelle classique, par exemple ici c'était ce que je racontais sur le revenu, okay, où je vais régulièrement espacer les graduations sur l'axe des x, mais on peut le faire de manière on peut le faire sur une échelle logarithmique. Donc l'idée d'une échelle logarithmique, c'est quoi? C'est qu'en fait, on s'amuse à diviser à chaque fois. Donc par exemple, alors je ne sais pas si ça marchera ici, mais j'ai mon axe ici qui va de 0, alors pas 0, parce qu'encore une fois, le logarithme de 0 n'existe pas. Donc en fait, si techniquement j'atteignais 0, j'aurais un problème. Okay, donc le 0, il est tout là-bas à gauche et il n'existe pas vraiment. Okay, mais si jamais je regarde un petit peu la manière dont on progresse, l'échelle que j'ai ici, alors si je le fais dans l'autre sens. Si jamais je regardais la différence qui existe entre ces grandeurs-là, j'ai une différence numérique de 10. Okay, si jamais je regarde ce qui se passe, par exemple, ici entre ces graduations, je vais récupérer une forme de consistance là aussi. Okay, c'est-à-dire qu'un espace de 3 va correspondre à un espace de 3. La seule chose, c'est que ce n'est pas la différence absolue qui va être importante, c'est la différence relative. Quand je regarde la différence entre ça et ça, c'est que j'ai divisé par 10. Si jamais je faisais la même chose ici, j'ai encore divisé par 10. Okay, donc on est vraiment sur des notions de produit ou de division, alors que dans l'autre cas, on est sur des notions de somme et d'addition. Okay, donc c'est vraiment ça le point clé dans les logarithmes et les exponentielles, c'est cette histoire d'addition et de multiplication. Okay, donc j'arrête avec mon intro, je vous donne ici la définition. Donc la définition formelle de l'exponentielle, c'est que c'est l'unique fonction dérivable qui soit égale à ses dérivés. Okay, donc c'est une autre manière de définir le logarithme. Le logarithme, et c'est l'inverse, c'est la fonction inverse de logarithme. Le logarithme, moi je l'avais défini comme étant l'intégrale de la fonction inverse, de la fonction 1 sur x ou 1 sur t. Voilà, c'est à peu près les deux seules choses qu'il faut retenir. On peut calculer facilement la dérivée. Okay, c'est ce que nous raconte le fait que le logarithme soit l'intégrale de 1 sur x. Ça veut dire que la dérivée du logarithme, c'est 1 sur x. Donc c'est cette première propriété que j'évoque ici. Le fait que l'exponentielle, ce soit la seule fonction de la dérivée, sera la même fonction. Ça veut dire que la dérivée de l'exponentielle, c'est l'exponentielle. Et voilà, on a toutes sortes de choses qui arrivent. Ensuite, on a nos propriétés sur les sommes et les additions. À partir du moment où vous savez ça, je pense que vous savez à peu près tout. OK? Donc, on se retrouve dans un instant pour la suite de nos petites réjouissances.